aujourd'hui, déployer l'IA dans les établissements de santé, comment faire financer l'étude d'impact d'un dispositif médical numérique? Donc, vaste question. Moi, je suis Vincent Vercamer, je travaille à la délégation numérique en santé sur les sujets accès au marché, remboursement. Donc, il y a la prise en charge anticipée numérique, mais il y a aussi le sujet des DM numériques à usage pro et en particulier ceux qui sont utilisés dans les établissements de santé. Donc la question, c'est pas comment déployer l'IA dans les établissements de santé, ça c'est un autre sujet. C'est vraiment sur la partie étude d'impact, c'est-à-dire en quelque sorte, vous déployez un DM numérique dans un établissement de santé, on va vous demander mais à quoi ça sert, pourquoi, comment je retrouve mes petits. Donc c'est un peu la question. La façon dont on l'a approché, c'est via un appel à projet qu'on lance dans la stratégie d'accélération santé numérique, donc qui est une des stratégies d'accélération France 2030, sur lequel la DNS fait la coordination, et donc il y a une trentaine d'actions, dont une action sur les achats hospitaliers et sur du coup une déclinaison opérationnelle de cette action qui se concrétise dans un appel à projet à destination des établissements de santé et pour lesquels on va dire les entreprises ou les offreurs de solutions vont être prestataires. Donc l'avantage, ça va être que pour elles, du coup, ça sera du vrai chiffre d'affaires, ça ne sera pas de la subvention. Et l'idée, c'est que les établissements puissent, eux, être financés pour l'achat, l'intégration et surtout la partie étude d'impact, c'est-à-dire faire la démonstration du retour sur investissement et le calcul des indicateurs associés à ce ROI en perspective établissement et de partager après largement leur rétex à l'ensemble de la communauté des établissements pour dire c'est super cette solution, ça marche du tonnerre, il faut l'acheter, ou c'est de la merde, arrêtez de perdre votre argent sur cette technologie et passer à autre chose pour répondre aux besoins médicaux qui est sous-jacent. Parce qu'on parle bien entendu ici de DM. Donc il y a forcément un intérêt de santé publique et un intérêt médical au début. Donc cet appel à projet, on y travaille depuis longtemps. Ceux qui me connaissent vont m'entendre redire de « il sort bientôt ». Il sort bientôt. On l'a construit avec la DGOS et le programme phare, la Direction Générale des Entreprises côté ministère des Finances et l'AIS côté service du Premier ministre. Et donc l'appel à projet après sera opéré par BPI France qui fera le processus de sélection des candidatures qui seront déposées. Et l'ambition, ça va être vraiment de faire en sorte que les solutions qui sont déjà matures, innovantes et numériques, parce que c'est la stratégie d'accélération santé numérique, puissent se déployer rapidement et qu'on ait un effet boule de neige des choses qui fonctionnent bien au sein de la communauté hospitalière. Alors, hospitalière et du médico-social. C'est établissements sanitaires et médico-sociaux. Donc si on essaye de replacer un peu cet appel à projet dans l'ensemble des différentes actions que côté ministère et puissance publique au sens large on mène, on va dire qu'on se trouve sur un volet un peu des établissements qui sont les pionniers. Donc on sait que nous, là on a un budget de 13 millions d'euros. Ça va être une cinquantaine, une centaine de projets financés, mais ça va être les établissements qui sont prêts à essuyer des plâtres et les établissements qui sont déjà en avance de phase, qui sont structurés pour pouvoir justement évaluer ces nouvelles technologies et les intégrer dans le soin en routine clinique. On parle quand même de techno mature. Donc on est vraiment côté de la maturité des solutions sur des solutions qui sont déjà prêtes à être déployées à grande échelle.
On a d'autres appels à projets sur les phases d'études cliniques, l'appel à projet évaluation, l'appel à projet démonstrateur, le guichet diagnostic DM qui permet de faire financer des accompagnements pour l'obtention du marquage CE auprès d'un guichet BPI aussi, c'est une des actions de la SASN. Et après, d'autres appels à projets comme les tiers-lieux ou Innov qui sont sur des phases amont de la maturité d'un produit. Et après, côté établissement, on va dire, on n'est pas sur un programme type programme CARE où là, l'idée, c'est l'ensemble de la communauté de tous les établissements de France doit monter en compétence sur les sujets cybersécurité. Et du coup, on va financer plus d'1 millier d'établissements sur CARE. Là, ce n'est pas l'objectif de cet appel à projet. On est sur des sujets d'innovation et de DM, on va dire, innovant. On va rester sur ce mot un peu valise, même s'il y a une définition qui est assez claire dans les conditions. Donc, pourquoi candidater? Alors, pourquoi les établissements vont candidater, même si derrière, il y aura des relations entre l'établissement et un ou des offreurs de solutions. L'idée, c'est de se dire, certains DM apportent de la valeur directement à l'établissement. Cette valeur, parfois, elle est mal perçue, mal connue. Et donc, l'établissement va venir avec un ou plusieurs indicateurs de performance qu'il veut mesurer, qui seront les siens, qui va construire avec ses équipes et éventuellement en discussion avec les entreprises fournisseurs de solutions pour évaluer justement l'impact ou un retour sur investissement qui peut être selon plein de critères, on va les voir ensuite. Mais en tout cas, c'est en quoi cette solution va apporter une valeur à la prise en charge et aux soins qui sont réalisés. Donc l'idée, c'est de se dire, on va essayer de jouer sur les différents tableaux. D'un côté, le côté établissement de santé. Nous, on apporte l'argent avec l'appel à projet pour dire, on va couvrir le risque de dire, vous avez le droit à l'erreur, vous avez le droit de tester des choses qui ne marchent pas. On sait que c'est cher aussi de faire l'étude d'impact, donc on donne des sous pour acquérir une solution qui n'a pas encore toutes ses preuves, en tout cas des preuves en termes d'usage et de preuves plutôt, on va dire, d'ordre économique, pour faire simple. Et donc on va financer une partie du RETEX pour identifier justement le ROI ou en quelque sorte la pertinence d'achat. D'autre côté, les entreprises, ça va leur faire, celles qui vont sortir avec un beau taux d'expérience, ça fera de la vraie traction, ça va aussi faire du vrai chiffre d'affaires parce que du coup on n'est pas sur de la subvention. Et côté État, ça permet de faire monter l'ensemble, de diffuser les innovations au sein de l'écosystème, donc en commençant par les établissements qui sont les pionniers, mais après il faut que ça diffuse et on espère justement convaincre avec des belles études d'impact les établissements qui sont en deuxième rideau et qui pour le moment regardent les autres et savoir qui va se casser les dents en premier sur cette solution. Même si tous y croient, on sait que voilà, intégrer une solution et déployer une solution dans un établissement de santé, ça demande un peu d'effort sur la partie mesure de l'impact. Donc on est sur des candidatures qui seront déposées par des établissements de santé ou du médico-social, avec des assiettes entre 300 000 et 1,2 million d'euros sur une durée totale du projet qui va être de 12 à 24 mois, pour faire simple, mais l'idée c'est quand même d'avoir des solutions qui soient sur lesquelles la phase opérationnelle du test, on est capable d'avoir les résultats en quelques mois. Et en fait, le reste du temps, c'est plutôt la mise en œuvre de l'étude d'impact et l'analyse des résultats. L'idée, c'est qu'il y a un cofinancement
apporté par BPI France, qui va être soit 80% des coûts marginaux, donc les salaires des gens qui sont déjà payés ne sont pas dans les coûts marginaux, soit 40% des coûts complets. C'est de la logique. Ceux qui savent, mais c'est dans les comptas des établissements, donc ça sera entre BPI et les établissements le mode de calcul. Et après, le partage de la démonstration à la fin qui doit être diffusé largement, donc probablement, probablement via la nappe, une diffusion large pour l'ensemble de la communauté hospitalière ou du sanitaire et du médico-social. Et après, sur les conditions de l'achat, on va respecter le code de la commande publique. Hein, donc l'idée, c'est que ici, l'acheteur, on ne veut pas déroger justement au principe de la commande publique, mais par contre, on a restreint à ici des solutions qui vont soit recourir au dispositif d'achat d'innovation de moins de 100 000 €, soit qui sont déjà référencés en centrale d'achat, et du coup qui vont passer par la centrale d'achat. Donc l'établissement présente dans le dossier un devis de centrale d'achat pour la solution en question, et éventuellement les autres briques d'intégration qui sont nécessaires au déploiement de la solution. Les types d'innovation qu'on vise dans l'appel à projet, alors il y a un certain nombre de prérequis. C'est des prérequis, on va dire, un peu de base à l'implémentation d'une innovation aujourd'hui dans un établissement de santé. C'est à savoir, il y a un marquage CE médical à jour. Ça répond à la définition d'une innovation numérique, d'une innovation au sens du code de la commande publique, qui est assez large. Elle peut être une elle peut être organisationnelle, elle peut être technologique, elle peut être même économique, sur des business models un peu innovants. Donc c'est un faisceau de preuves assez large. Il y a un outil qui s'appelle InnovScore qui permet aussi aux établissements de savoir où est-ce qu'ils vont se positionner sur le degré d'innovation pour un projet donné. Et après, tous les enjeux de conformité, réglementaire, éthique, la doctrine du numérique en santé. Et en gros, les projets visés, voilà, c'est des projets qui sont d'une part alignés avec les politiques de santé publique. Ça c'est important pour nous, ministère de la Santé, de financer des choses qui ont du sens et qui ne sont pas orthogonaux au reste de l'organisation des soins. Et d'autre part, des projets qui sont vraiment en phase de... Voilà, ils sont en première phase de commercialisation, donc on est sur un produit mature, il est en TRL 9, il rentre sur le... il a déjà des études cliniques sur la partie performance, sécurité, même sur la partie intérêt médical. Néanmoins, il y a encore une phase d'usage qui n'est pas au rendez-vous, et donc c'est ce type de projet qui ne sont pas dans 75% des CHU, quoi. C'est-à-dire on est sur les premiers établissements, les premiers clients, mais des vrais clients, et qu'on veut justement accompagner, et qui seront un peu les porteurs après de la bonne parole sur, en tout cas, ceux vers qui les autres établissements se retourneront pour dire en fait, tu as testé ça, ça marche bien, ou est-ce que c'est un peu moyen, et qu'est-ce qu'on en fait? Donc là, j'ai cité, mais c'est que des exemples, c'est ni restrictif, ni engageant, de types de solutions qui, on va dire, sont attendues, mais pour lesquelles on n'a pas restreint la sélection. Donc ça peut être du DM de type aide au diagnostic, aide au dépistage, aide à l'analyse d'images d'échographie ou d'autres imageries. On ne va pas financer du scanner, on va financer les logiciels d'IA qui vont tourner pour analyser les images de scanner, mais l'idée c'est pas de financer du hardware outre, on va dire, une petite partie de hardware. Il n'y a pas de seuil rigide, mais voilà, si vous nous dites il nous faut un scanner pour faire tourner le bout de code, ça va pas passer. Et ensuite, tout ce qui peut être un peu monitoring intra-hospitalier ou de la modélisation sur la base d'images pour la chirurgie ou qu'est-ce que j'ai mis encore, tout ce qui est un peu, voilà, gestion de la douleur, pendant les soins. On va exclure
volontairement parce qu'il y a un certain nombre de choix qu'on a dû faire, vu qu'on est en budget limité. La télésanté, et en particulier télésurveillance, il y a déjà un cadre de droit commun qui existe et sur lequel on ne va pas revenir, mais ce n'est pas l'objet ici de faire une expérimentation étape, donc on les a mis de côté. Tout ce qui est études longitudinales, donc tout ce qui est prévention, il y a le challenge prévention avec des budgets encore plus grands pour pouvoir faire les démonstrations et sur des durées qui ne sont pas les durées que nous on a ici. On veut des projets qui sont assez courts sur les sujets qui nécessitent un an de suivi de patients. C'est pas le bon véhicule. Après, si c'est 15 jours, ça peut le faire, hein, mais on va dire au-delà de 15 jours, un mois, on rentre dans du suivi longitudinal et ça va pas être les projets qui seront attendus ici. Tout ce qui est logistique, administration, suivi RH, c'est pas du DM et donc c'est pareil, on les a pas choisis parce que c'était un appel à projet sur les technologies de type dispositifs médicaux qui ont une finalité et une revendication sur la prise en charge directement et pas sur l'organisation des soins ou l'organisation de l'hôpital. Et tout ce qui est bien-être au travail, donc c'est à usage, à destination des soignants, mais c'est pas directement à destination des patients et des usagers des établissements de santé et du coup c'est pas des types de dispositifs, et y compris tout ce qui est recherche, drug discovery, etc. C'est pas du DM c'est pas du coup ceux qui sont visés ici. Alors en termes d'impact, on a un certain nombre de résultats que les établissements peuvent justement revendiquer et espérer en déployant une solution de type DM numérique, en particulier tous ceux qui intègrent de l'IA et qui sont porteurs de potentiellement un grand nombre de leviers d'efficience pour le système de santé. Donc ça peut être des résultats économiques directs, de réduction des coûts, ça peut être des résultats économiques plutôt indirects. On diminue la durée moyenne de séjour et du coup on va pouvoir avoir plus de patients et donc plus de GHS, et donc on a finalement un retour sur investissement pour l'établissement à la fin, et donc il arrive à retrouver ses petits. Mais ça peut aussi, on n'est pas restrictif, ça peut être des bénéfices plutôt sur le patient ou pour les soignants. Néanmoins, l'établissement, ça veut dire qu'il a à côté des sources de financement qu'il va mobiliser et sur lesquelles il va être en mesure de dire, si j'atteins ces résultats avec ces indicateurs que je propose en tant qu'établissement de santé, je considère que l'objectif est rempli, et donc je ne vois pas d'objection à pas acheter ou à pas renouveler la licence à terme, quand le financement ici d'amorçage, on va dire, financement de l'étude d'impact s'arrête. Il faut qu'à terme les solutions elles s'auto-entretiennent. Donc on sait qu'on va laisser de côté un certain nombre de DM numériques à usage professionnel qui ont un impact sur la qualité des soins ou sur des choses sur lesquelles c'est plus difficile pour l'établissement aujourd'hui en perspective établissement de santé et pas en perspective système de santé de sortir l'argent et le budget pour pouvoir renouveler le système. Donc ceux-là on les traite dans d'autres dispositifs de la stratégie, mais ici on a décidé de se concentrer sur ceux qui étaient en capacité déjà de se déployer à court terme largement sur le territoire national. Donc en termes de calendrier, on va être sur un calendrier, la vie d'un projet numérique en haut. Donc nous on est plutôt concentré là aujourd'hui sur les phases un peu candidature, sélection. Donc ça va être à ce moment-là que les établissements vont venir, hein. On peut considérer que ce qui est avant, c'est un peu le travail qu'ils font au quotidien de veille technologique et de rencontrer les startups, les innovateurs pour savoir qu'est-ce qui peut être utile aux équipes de soins. Et après, il y a une fois que le projet a été sélectionné, la suivi du projet et la réalisation. Donc on veut faire en sorte que le process de candidature soit court.
Donc avec une fois que le dépôt de dossier sera réalisé par le porteur de projet, donc entre la publication au JO du cahier des charges, j'espère d'ici fin mars, si tout se passe bien. Donc on aura une première relève le 1er juillet, une deuxième relève pour les établissements qui ont un peu plus de travail à réaliser sur les projets le 2 décembre. Et après, les auditions qui vont suivre. Alors, ça sera, il y aura pas, j'ai dit minimum 21 jours, ça va être un peu plus long. Hein. Si c'est 1er juillet, ça sera en septembre pour les auditions. Mais avec un process qui se veut assez simple et rapide par rapport aux appels à projets, je dirais, plus ambitieux en termes de financement qu'on peut avoir habituellement côté BPI France. Et du coup, une décision de financement. Et après, le début du projet qui démarre avec un délai maximum. Hein, c'est-à-dire on ne veut pas une éternité entre l'établissement et BPI France pour signer les conventions. Il faut que ça aille vite et que les projets démarrent. Sachant qu'après, tous les coûts éligibles, c'est les coûts au moment du dépôt de dossier. Donc si certains établissements ne peuvent pas attendre, en fait, ils peuvent déjà engager le projet. Et s'ils sont convaincus en fait, d'y aller. Et dans le meilleur des cas, ils auront du financement. Et dans le pire des cas, ils auront quand même déployé. Donc ça, c'est classique hein, dans les appels à projets BPI. Et après, en termes d'évaluation, l'idée, c'est vraiment avoir des critères d'évaluation et de la performance de l'usage de ces dispositifs médico-numériques, de ces DMN, qui soient simples. On veut pas, c'est pas des études cliniques en fait. Hein. On finance pas des études cliniques, donc on n'est pas là pour faire des usines à gaz qui nécessitent énormément de reporting côté équipe de soins afin de sortir les indicateurs. On veut des choses qui sont assez simples. Pour caricaturer, le DIM, il appuie sur 3 boutons et on a les indicateurs. Mais je sais que c'est une caricature, mais voilà, l'idée c'est d'être en mesure d'avoir des indicateurs facilement et que quand l'établissement d'à côté va acheter aussi, il pourra éventuellement voir s'il retrouve les mêmes chiffres. Sachant que dans le rétex qu'on attend, il y aura bien entendu les résultats de ces indicateurs, mais il y aura aussi les conditions nécessaires pour un bon usage de ce DM. Typiquement, s'il faut une organisation des soins particulière et que c'est un service. C'est un service qui, je sais pas moi, le service de réanimation qui finalement pilote un peu le système, même si c'est le service d'urgence qui l'utilise. Bon voilà, si c'est ça les bonnes conditions d'utilisation du DM, ça sera écrit. Et puis si l'établissement d'à côté il retrouve pas les mêmes résultats, mais qu'en fait c'est un autre service qui a déployé les choses, ne pourra pas se plaindre en quelque sorte de pas s'y retrouver à son tour. Donc les bénéfices qu'on attend ici, hein, c'est vraiment éclairer les acheteurs hospitaliers, de se dire je prends une bonne décision d'achat et elle sera d'une part éclairée, et elle sera pérenne, donc je déploie quelque chose qui va pas mobiliser des équipes et à la fin on va se dire en fait on peut pas continuer, il faut qu'on mette fin au contrat. Et donc on a passé tous beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à tester, à déployer, à faire l'accompagnement au changement pour pas pouvoir continuer alors même que tout le monde est content. Une solution qui marche pas, l'idée c'est aussi de se dire voilà, on arrête les frais et tant pis, on a perdu quelques plumes. Mais c'est amorti par le financement BPI France qui a été apporté à l'établissement et on passe à autre chose. Et il y a plein d'innovations très intéressantes qui existent et qui demandent qu'à être testées. Donc voilà, on fait de la place pour celles qui ont le potentiel d'être utiles au système de santé. Donc après, les outils et les livrables qui seront réalisés justement avec la communauté des établissements lauréats de l'appel à projet. Ils vont être de plusieurs types. Hein. Il y aura bien entendu un peu de travail sur l'aide à la formation. Là, c'est plutôt une offre côté ANAP, qui est l'Agence nationale d'appui à la performance pour les établissements de santé et du médico-social. Donc l'idée, c'est de développer des outils
permettant aux établissements de faire justement une auto-évaluation du retour sur investissement, de permettre justement d'identifier comment on constitue, comment on compose ce ROI. Il peut être éventuellement composite de plusieurs indicateurs, y compris d'indicateurs de nature différente, et économique et non économique. Et après, la question de la transposabilité. Et donc là, il y a tout un travail de capitalisation qui est fait par la NAP de faire discuter entre eux la communauté hospitalière des différents établissements qui vont, par exemple, tester une solution d'imagerie, même si c'est pas la même techno. Hein. Il peut y avoir de l'écho et de l'imagerie dans les scanners, c'est pas le sujet, mais il y a quand même des sujets de capitalisation et après de transposabilité de ces résultats d'un établissement A à un établissement B, C, D, E, et en particulier des questions, est-ce qu'une solution utilisée dans un CHU est transposable dans un CH et réciproquement? Ça fait partie des attendus. Donc pour résumer, c'est un peu une façon différente de présenter la slide d'avant sur les différents indicateurs. Hein. Ça peut être soit de l'efficacité opérationnelle, de la qualité des soins, de l'impact économique, même de l'attractivité RH. Hein. Un établissement, il peut dire, bah, moi, ce qui est important, c'est de proposer une bonne qualité de vie au travail à mes soignants pour qu'ils restent plus longtemps dans l'établissement. Donc je considère que déployer un outil de type DM numérique, ça va faire qu'ils resteront dans l'établissement parce que ça va permettre de leur libérer du temps ou de redonner plus de sens à leur pratique médicale. Et du coup, si la solution qui me promet ça me le montre, on arrive à le montrer, ça me va, moi j'achète. Nous, on n'a pas de préjugés sur les motivations d'établissement à acheter ou pas une solution. Donc là, nous, on juge, est-ce que, et BPI France, hein, au moment des évaluations et des candidatures, ils vont juger, est-ce que le projet est smart? Est-ce que les indicateurs proposés sont smart? C'est-à-dire, est-ce qu'ils seront simples, mesurables, dans un temps restreint, et qu'on n'est pas en train d'évaluer un projet complètement indéployable et intestable, et qu'à la fin, on ne soit pas capable de conclure sur un quelconque rétex. C'est-à-dire, si le rétex, on ne sait pas trop si c'est positif ou négatif, c'est qu'on a mal fait la sélection au début, ou alors que le projet qui a été déployé, c'est pas celui qui a été sélectionné. Donc là, c'est un peu l'accompagnement hein, que j'ai présenté de la NAP côté établissement. Donc structurer tout ce qui est la partie évaluation des projets retenus, la capitalisation et bien entendu une transparence sur les résultats, parce que l'idée c'est de se dire à la fin on fait effet boule de neige. Donc il y a un côté de dire on met sur la plateforme par exemple ia.anap.fr que je vous encourage à consulter et qui a été refaite très récemment, il y a beaucoup déjà de retours d'expérience du terrain et de tests qui montrent justement des cas d'usage et des cas concrets de déploiement d'outils numériques dans des établissements de santé. Voilà. Donc, ceux qui souhaitent, ils peuvent me contacter pour la présentation. Il y a un certain nombre de ressources autour qui peuvent vous intéresser. Bien entendu, le guide HAS pour l'aide au choix des DM qui est plutôt côté pro de santé, mais pour lesquels aussi les startups ont un certain nombre de questions auxquelles ils doivent répondre et fournir les réponses aux établissements. OSPIUP, qui est une super plateforme du fonds FHF qui justement permet d'expliquer comment fonctionne on va dire le monde de l'innovation dans les établissements de santé. Donc il y a un volet plutôt établissement, un volet plutôt start-up. Le programme phare qui est le programme de la DGOS dont l'ambition est justement de contribuer à la performance achat des établissements de santé, qui déploie justement un guide pour aider les acheteurs hospitaliers et les acheteurs dans les GHS, dans les GHT, pardon, et à utiliser le levier de l'achat d'innovation dans la commande publique. La DAE qui a beaucoup de ressources sur les achats d'innovation, et le closier sécurité
du club des RSSI Santé, qui a été d'ailleurs lauréat au dernier talent de la e-santé sur le volet cybersécurité. Il y en a un que je n'ai pas rajouté, il y a un super MOOC qui vient de sortir avec un partenariat entre la mission French Tech, donc je choisis la French Tech et Open Classroom sur justement un MOOC de 4 heures pour les startups qui souhaitent justement accéder à la commande publique. Il y a plus de 100 milliards d'euros chaque année en achats publics, dont une partie qui aujourd'hui est 1% pour les startups, pour des startups. Donc c'est que 1%, mais c'est déjà plus d'1 milliard d'euros d'achats publics de solutions provenant de startups. Et on espère, en tout cas avec ce MOOC, voilà, former l'écosystème des boîtes innovantes à pouvoir répondre à des appels d'offres, à des marchés publics, à tout ce qui est code de la commande publique et justement éviter... on sait que c'est des cycles de vente qui sont très longs, qui ne sont pas forcément très adaptés aux startups, mais voilà, les centrales d'achat font un super boulot avec des systèmes d'acquisition dynamique, avec plein de modalités de marché respectueuses du code de la commande publique qui permettent d'accélérer le déploiement et d'accompagner le déploiement des innovations utiles dans les établissements de santé. Voilà. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, il nous reste un petit 10 minutes. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'avais une question un peu plus terre à terre. L'état actuel du déploiement des dispositifs innovants au sein des hôpitaux, on en est où? C'est extrêmement hétérogène. C'est un peu archaïque, pas archaïque, mais c'est très hétérogène. C'est un peu le bordel. C'est-à-dire, il y a des choses qui se déploient. Hein. C'est-à-dire, il y a des boîtes qui nous disent, des boîtes qui viennent nous voir, qui nous disent, moi, j'ai pas de problème de modèle économique, je l'ai trouvé. J'ai pas besoin d'aide, j'ai pas besoin de subvention, moi, ça marche. J'ai trouvé ma fenêtre de tir et voilà, après, oui, c'est un peu fastidieux, il faut faire du porte-à-porte, il faut faire les référencements dans les différentes centrales d'achat, il faut convaincre les équipes de soins, il faut les accompagner pour trouver les budgets qui vont bien, sachant que technologie numérique, c'est le bordel parce qu'il y a la DSI qui est dans la boucle, le service, bien entendu le service médical, les ingénieurs biomédicaux parfois, les responsables achats, bien entendu les DPO et tout ce qui est juridique sur la partie données de santé. Donc on sait que c'est compliqué et c'est pour ça qu'on essaye qu'on lance ces actions et donc on a bien conscience que c'est compliqué. L'idée c'est aussi d'avoir des vrais cas d'usage, des vrais cas concrets au travers de ce type d'appel à projet pour après travailler la piste d'atterrissage de mais comment on pérennise et on évite un déploiement, on va dire, complètement non structuré des innovations dans les établissements de santé, c'est-à-dire vous avez une solution qui va être testée dans un CHU, qui va être financée sur une étude clinique, ils vont mettre 2 ans avant de sortir le protocole, et ce qui fait qu'en fait il y a déjà l'établissement d'à côté qui était aussi un centre investigateur qui a dit moi j'ai rien à foutre, je l'achète et du coup je l'utilise, mais du coup ils incluent plus de patients parce qu'ils s'en foutent. Il s'est déjà acheté, donc après vous vous retrouvez avec des études qu'on a financées sur des PEPR, sur des projets de recherche nationaux qui n'arrivent pas à inclure et du coup on n'a pas de résultat. Donc ça fait partie on va dire des enjeux macro qui ne sont pas ici, mais qu'on a bien en tête et qu'on essaye d'adresser en parallèle avec les différents acteurs. Merci Vincent. Donc moi j'ai des questions vraiment très terre à terre de personnes qui envisagent d'appliquer au call avec des établissements partenaires. Donc on est start-up Avatar Médical. Du coup, c'est très commande publique tout ce que tu as présenté. C'est donc uniquement pour des CHU et des CHRU ou ça peut être des cliniques privées et des hôpitaux privés. J'ai pas compris ça. Ça peut être tout type d'établissement, public, privé. Il y en a certains, hein, il y a les ESPIC, ils sont aussi, et des établissements privés qui sont adhérents à des centrales d'achat. Hein, c'est vrai qu'au départ, c'était plutôt à destination des achats hospitaliers publics. Et l'idée, c'est de se dire, on est quand même
pas sur les mêmes cycles de vente en termes de durée. C'est-à-dire un établissement privé en 3 mois, ça peut être plié. S'il a envie de le déployer, il le déploie. Un établissement public, il va être contraint par le code de la commande publique, par les marchés, par un certain nombre de choses qui font que les cycles de vente des startups et des innovations, ils se retrouvent à tout de suite 12 mois, 18 mois pour pouvoir, avant de déployer et d'acheter, quoi. Donc c'est ça qu'on essayait d'adresser. Donc je vais dire naturellement, c'est plutôt avec un prisme commande publique, établissement public, ESPIC, qu'on avait conçu le cahier des charges, mais c'est ouvert à tout type d'établissement. Et on sait que les établissements privés, ils ont beau avoir on va dire un financement qui est un peu différent du financement des établissements publics. Ça reste derrière des financements assurance maladie aussi et de la T2A. C'est juste que on met pas les mêmes choses dans les forfaits des uns et des autres, mais c'est pas des forfaits, mais voilà, dans les différentes modalités de financement, mais ça reste financé aussi par les impôts en partie, quoi. Et la deuxième question, c'est est-ce que si on a deux partenaires hospitaliers qui veulent faire une expérimentation, peut-être sur des choses un petit peu différentes, est-ce que du coup deux partenaires peuvent candidater avec la même boîte sur deux dossiers différents? Oui. En fait, l'idée, c'est de se dire, peut-être que, je sais pas moi, le CHU de Dijon, il a pas les mêmes enjeux que le CH d'une plus petite ville, ou le CH de Valenciennes et le CHU de Dijon, ils n'auront pas les mêmes enjeux, pas les mêmes indicateurs, pas le même ROI. Et du coup, ça fait sens qu'une même solution soit testée dans 2, 3 environnements différents. Ce qui est sûr, c'est que par contre, on va financer des projets monoporteurs. Donc c'est soit le GHT, parce que c'est le GHT, si c'est les établissements publics, ça sera le GHT, hein, parce que les GHT, c'est eux qui ont la compétence achat et la compétence SI. Mais après, ça peut très bien être mettons un centre de lutte contre le cancer, donc c'est ça sera pas Unicancer, du coup ça sera le centre Léon Bérard ou un autre centre de lutte contre le cancer, mais ça ne sera pas au niveau groupe que ça sera déposé, ça sera plutôt au niveau établissement, entité juridique qui fait l'achat. Vu qu'ils ont chacun des budgets indépendants, l'idée c'était de ne pas avoir des projets avec des consortiums ingérables qui retardent la contractualisation avec BPI France et la mise en œuvre des projets. Merci. Est-ce qu'il reste d'autres questions? Oui. Alors, il faut arriver à faire passer le micro. Alors vous l'avez peut-être dit, mais quand est-ce qu'aura lieu l'accompagnement de l'ANAP, notamment pour identifier les données, méthodes, calcul de ROI? Je pose la question parce que du coup, au moment de candidater, on aura dû définir nos établissements de santé, nos propres ROI. Du coup, ça veut dire que ça servira peut-être pour les années suivantes si c'est récurrent, ça sera publié sur le site de l'ANAP. Comment on pourra s'emparer en fait du travail réalisé là-dedans? En fait, je pense qu'il y a deux choses. C'est que il y a un niveau de candidature où le dossier de candidature et la matrice on a associé au dossier de candidature une sorte de matrice de type synopsis dans lequel vous allez essayer de définir le ROI et les indicateurs associés. Mais si par exemple vous avez un indicateur qui est je fais gagner 30% de temps médecin, l'ANAP, donc on va vous dire ok, très bien, mais la question c'est comment vous le mesurez ce temps médecin, et là l'ANAP elle interviendra justement en phase aval, donc après l'annonce des lauréats, pour accompagner les projets sur comment on fait un bon calcul de temps médecin, et parce qu'il y a plein de façons de le faire, et en fait on arrive dans des subtilités opérationnelles qui sont importantes. Donc même si l'indicateur est pertinent, faire économiser du temps médecin en établissement, ça a fait sens. Il y a aussi beaucoup de façons de l'implémenter, d'aller chercher ces choses-là sans rajouter de la lourdeur au quotidien aux soignants et aux équipes, à leur dire on a besoin d'un reporting, comme on pourrait le faire sur une étude clinique où on paierait un ARC pour aller farfouiller dans les dossiers et remplir un ICRF, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée.
Donc c'est en phase aval. Et en phase amont, après, il y a des acteurs qui peuvent vous aider à structurer les ROI. Je sais que le fonds FHF accompagne les établissements publics de la FHF sur justement essayer de définir des critères microéconomiques sur des choses qui font du sens pour la phase de candidature, mais il y a aussi d'autres acteurs ou des consultants qui peuvent aider à cadrer un peu cette phase amont. Est-ce qu'il reste des questions dans la salle? Est-ce que la NAP veut intervenir? Est-ce que BPI France veut intervenir? Merci beaucoup et on reste en contact et dès que c'est sorti, on le relayera sur Genius et on le relayera par tous les canaux possibles. On va dire l'idée c'est quand même d'avoir une phase de candidature qui est assez courte. Hein. Donc on sait que on va aussi sélectionner les établissements qui sont le plus capables de tout de suite mettre l'ensemble des équipes et des compétences autour de la table, donc les compétences SI, les compétences médicales et les compétences plutôt financement, et de proposer un projet qui fait sens. Voilà. Merci à tous, bonne journée.